Bonjour et bienvenue dans Outdoor Minds. Quels sont les plus grands défis que nous devons relever dans nos industries du tourisme et des sports outdoor ? Quels sont les signaux faibles et les tendances fortes qui se développent dans notre société ? Et surtout, qui sont les leaders qui réfléchissent et développent les meilleures pratiques ? Dans cette série d'entretiens, nous voulons partager les parcours, les expériences et les visions des plus grands esprits qui font l'outdoor d'aujourd'hui et de demain. C'est la rencontre d'Ariane Favier, experte du capital immatériel des entreprises et en particulier des marques, et d'Armelle Solélac, spécialiste de prospective et de stratégie de marque, qui a donné naissance à ce podcast. Pour cette 3e saison, avec l'aide de nos invités, nous allons parler de responsabilité sociétale des entreprises, la fameuse RSE. Il y aura aussi quelques surprises pour être au plus près de l'actualité et encore mieux anticiper l'avenir. Allez, c'est parti pour une nouvelle rencontre inspirante. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Julien Durand, cofondateur de Picture Organic Clothing. Bonjour Julien. Bonjour. Alors Julien, pour démarrer cet épisode, est-ce que tu peux nous parler de toi, de ton parcours académique jusqu'à Picture, s'il te plaît ? Alors, l'histoire Picture commence en 2008, mais mon parcours commence pas bien plus tôt. Ça commence en 2006. Donc là, je travaille pour Coca-Cola. Je suis du côté de Marseille en centre régional. Après, j'ai bougé sur Bruxelles pour eux dans tout ce qui est marketing événementiel et partenariat. Pour ensuite revenir chez le concurrent Schweppes à Paris en chef de produit sur la marque Oasis. Et puis, après 3 ans à vendre du soft drink et des boissons, je me suis dit que ça n'avait pas trop de sens d'aller chercher tout le temps de la volumétrie, faire boire plus de soft drink aux gens pour aller chercher des per capita plus performants. En tout cas, j'y trouvais pas mon compte. Et puis, je dépensais pas mal d'argent dans les trains pour faire les allers-retours avec Clermont-Ferrand, ma ville natale, où tous mes copains d'enfance étaient et où nos week-ends se passaient sur nos petites collines de Superbès en snowboard et au skatepark de la ville. Donc voilà, 3 ans de vie pro à Mont, et puis j'ai appelé Jérémy un soir, je lui ai dit, écoute, moi cette vie, je peux plus, quoi. Donc j'aimerais vraiment qu'on parte sur le projet dont on parle depuis longtemps, créer une marque. Et là, Jérémy me répond, écoute, moi je suis architecte, on est archi de père en fils, hein, le frangin, le papa. Je pourrais toujours revenir en arrière si ma décision n'est pas la bonne, mais en tout cas, je suis partant. Par contre, si on monte ce projet, je veux que tout soit 100% éco, conçu à partir de matériaux durables, éco-responsables, bio. Et dans l'idée, ce serait de faire du bio au prix du pas bio. Et finalement, au lieu d'investir drastiquement en marketing, considérer que la valeur intrinsèque du produit qui nous coûte plus cher devient la valeur globale de la marque. Et donc voilà comment on est parti. Vincent a rejoint l'aventure immédiatement sur la partie gestion, compta, qui était sa formation initiale. Et donc à 3 copains, nous voilà partis sur la route et Picture commence sur ce positionnement assez novateur, un peu à la croisée des chemins entre l'engagement d'un Patagonia et la dimension copain communautaire d'un Burton Snowboard. Et est-ce que tu peux du coup nous préciser les valeurs de l'entreprise ? Les valeurs, elles sont assez simples, hein. C'était Ride, Protect, Share. Enfin, je dis c'était, c'est toujours d'ailleurs. Ride parce que ce qui nous anime, c'est quand même tout ce plaisir des Great Outdoors. Le Protect, c'est cette dimension protection de l'environnement. Et le Share, c'est cette dimension communautaire, copain. Donc on n'est vraiment pas dans la pratique compétitrice, à aller chercher la performance absolue. On est plutôt dans la dimension amusement, hédonisme et collective. Et du coup, sur cette marque, comment vous vous différenciez des concurrents ? Parce que quand vous avez monté ce projet il y a une dizaine d'années, c'était innovant, mais aujourd'hui, on voit qu'il y a de plus en plus de marques bio et autres. C'est quoi, du coup, votre différence ? Alors la différence, elle est finalement un peu différente de ce qu'on imaginait, puisque quand on s'est créé sur ce positionnement, les acheteurs, les consommateurs, etc., prêtaient aucune importance à ce positionnement. Donc le fait d'être engagé, pour eux, c'était pas du tout important, puisque ce qui était important, c'est de manger organique, c'était de bien manger pour s'éviter des maladies, des cancers et autres. Mais alors c'était uniquement un phénomène de mode et de bobo de s'habiller éco. Et ce qui nous a fait popper, c'est cette dimension design disruptif.
Jérémy, il a toujours imaginé la marque comme une marque qui devait être très spéciale dans ses choix couleurs. Donc, on a été connu par ses color blocking, ses designs asymétriques. Même si la marque s'est assagie avec le temps, on a toujours des color stories qui sont assez uniques. Et puis, le deuxième point, c'est que dans sa vision de la mise en scène de la marque, Jérémy s'est toujours attaché à pas mettre en scène la marque dans son environnement d'usage. Donc, un turn dans la poudreuse, une grande descente. Il s'est toujours attaché à créer des univers imaginaires pour mettre en scène les produits. Des revivals de Jurassic Park pour mettre en scène nos produits avec des dinosaures. Donc c'était toujours assez, on va dire, intriguant. C'était un émerveillement pour notre conso de trouver la nouvelle thématique de saison après saison, et puis de voir ces produits aussi différenciants. Donc on s'est vraiment fait connaître et on est toujours connu pour cette dimension design, cette dimension disruptive de la communication. Et finalement, c'est le troisième élément de persuasion du conso d'être engagé. Et l'engagement, c'est pas ce qui crée les fondations de la marque, même si pour nous, en tant que fondateurs, ce sont nos fondations. Pour le consommateur final, aujourd'hui, c'est toujours pas les fondations principales. Parce que peut-être que, enfin, c'est notre analyse personnelle, mais que le conso a besoin que ce soit un peu plus chiant pour que ce soit sérieux, et du coup va donner du crédit à l'éco à partir du moment où la marque est un petit peu plus chiante. À partir du moment où on est dans l'amusement, c'est toujours un petit peu plus difficile de croire que la marque est sérieuse, et donc on doit être d'autant plus intransigeant avec nous-mêmes pour être pris au sérieux sur ce dossier, parce qu'en étant dans l'amusement, bah, il faut qu'on donne quand même cette image sérieuse de la marque sur la dimension éco-responsable. Bon alors, le fun, c'est un business sérieux manifestement. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton job actuellement et quels sont les plus gros défis que tu dois relever? Alors, ce qui me plaît le plus, c'est la dimension projet, parce que finalement, le projet, c'est un avancement perpétuel. On avance sur la dimension éco-responsable, tu vois, on vient de rentrer là des projets de circularité totale de produits avec la boucle qui se boucle. Finalement, tu vois, la nature a toujours créé un déchet qui est reconsommé par un autre organisme et puis la boucle est bouclée. Et ça, c'est les lois de la nature depuis la nuit des temps. Et aujourd'hui, bah, c'est ce qu'on essaye d'amener, c'est ce qu'on commence à arriver à faire avec un programme qui s'appelle The Circular chez nous, qui est un programme de circularité qu'on a présenté à ISPO dernier, qui va arriver sur le marché dès le mois de septembre. Donc ça, tu vois, c'est des projets qui sont hyper motivants. Il y a des projets collectifs, hein, les projets, on parle de communication, de design, bah, c'est l'évolution de cette communication toujours dans l'amusement et on prend un plaisir énorme à créer ces gros délires, comme on les appelle, avec l'équipe. Et à l'inverse, on va dire que ce qui est peut-être le plus complexe et le moins amusant, c'est la structuration humaine de l'entreprise. Parce que qui dit structuration humaine dit aussi frustration, dit aussi conflit humain, dit aussi choix. Et tu vois, choisir, c'est renoncer. Hein, c'est le grand adage du 21e siècle. Et c'est ça qui est dur parce que tu crées des frustrations humaines. Nous, on a créé la boîte en mode start-up avec des copains. Et du coup, bah, frustré, presque des copains qui sont censés être des collègues, mais on a créé une boîte dans des relations liées, enfin, basées sur l'amitié. Et ben ça, c'est pas évident. C'est pas évident parce que tu dois te faire violence à toi-même. Et en parallèle, il faut que la boîte elle avance et il faut accepter ses frustrations. Et du coup, bah, gérer ces conflits, j'ai envie de te dire, c'est presque 40% de mon temps aujourd'hui. Et c'est là où j'ai les plus grandes difficultés à prendre du plaisir, quoi. Et justement, par rapport à la culture d'entreprise, parce que forcément, vous avez certainement une vision de cette culture d'entreprise au démarrage et ce qu'elle en est maintenant avec les problématiques que tu évoques. Est-ce que tu peux nous en parler et comment ça s'inscrit dans ton quotidien aussi? Quel est ton quotidien de travail et comment tu gères, vous gérez cette culture d'entreprise qui a évolué? Alors, la culture d'entreprise, ce qui est intéressant, c'est que Bicorp va être un élément fondateur de cette culture d'entreprise. On crée l'entreprise sur 10 ans où on est 10, puis 15, puis 20, puis 25. Puis au bout de 10 ans, à 25 personnes, on arrive à être quand même en mode petite famille, petite start-up. Et puis là, on passe un cap au bout des 10 ans qui nous amène à 50, 75, quasi 100 aujourd'hui. Et c'est là où on a commencé à penser qu'on pouvait diluer cette culture d'entreprise. Et puis le projet Bicorp est arrivé. Et le projet Bicorp, ce qui est intéressant, c'est que le fait d'avoir des leviers d'évaluation sur tous les grands piliers de l'entreprise, que ce soit les piliers gouvernance, les piliers durables, les piliers de relations sociales avec les fournisseurs et autres,
ça a permis que chacun soit une pierre à l'édifice de la construction du projet. Et le projet Bicorp, ça a fédéré toutes les équipes autour de ce projet. Et du coup, on a une adhésion totale. Et les équipes qui pouvaient des fois être sceptiques en disant ouais, c'est du produit bio, mais les gars, ils prennent l'avion. Et ben là, ça a donné vraiment du sens. Et toute l'équipe s'est unifiée pour élever le niveau, pour atteindre les standards Bicorp. Puis aujourd'hui, on a la réévaluation dans un mois, donc c'est vraiment sous peu, pour atteindre la note de 120. Donc ça, c'est la note qu'on s'est donnée en cible sur les 3 dernières années. Donc tout le monde a été partie prenante et motrice pour élever le débat sur les standards Bicorp. Et en parallèle, vu qu'on est dans une culture de l'outdoor, l'intégralité de nos employés, ou en tout cas la quasi-intégralité, sont des pratiquants. Et en fait, on partage bien plus que uniquement un business et un métier sur lequel on doit cohabiter et amener de la rentabilité. On partage aussi une passion. Et les produits qu'on développe, c'est les produits qu'on consomme dans nos loisirs au quotidien, voire les week-ends avec nos familles. Donc il y a aussi cette dimension usage qui a changé la donne entre éco-responsabilité, usage, pratique, communauté. Ça a fait un tout et la culture d'entreprise, elle est très très forte aujourd'hui. On a un turnover très faible et c'est aussi ce qui montre que cette culture est importante. Mais par contre, il faut, nous, en tant que dirigeants, accepter que certaines viennent travailler uniquement pour gagner un salaire, et voir une rémunération et vivre de leur côté, et pas uniquement pour être impliqués corps et âme avec leur sang dans l'entreprise, comme ça a toujours été en mode start-up. Et ça, c'est assez difficile à un moment aussi de dire, mais pourquoi ils ne s'impliquent pas plus? En fait, peut-être parce que c'est juste un job alimentaire et que son salaire lui demande pas de s'impliquer plus. Mais ça, faut se faire violence à soi parce qu'on a tendance à pas vouloir l'accepter des fois. Ça me parle beaucoup ce que tu dis. Alors du coup, est-ce que tu aurais un souvenir ou une anecdote sur une situation assez incroyable que tu as vécue depuis la création de Picture, sachant que ça fait combien de temps déjà? 10, 15 ans? 15 ans, on fête nos 15 ans en fin d'année là. Bon, alors j'ai envie de dire, qu'est-ce que vous allez faire aussi pour les 15 ans? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ça, je sais pas trop. On a déjà fait une grosse fête pour les 10 ans. On va peut-être attendre les décennies, hein. Tous les 5 ans, c'est peut-être un peu prématuré. Ça voudrait dire que peut-être que ça peut être la fin. Donc, on va viser la fête des 10 ans. Alors, un truc, bah, j'ai envie de te dire, c'est pas très professionnel, c'est plutôt émotionnel. Mais, euh, mais je veux dire, une émotion hyper positive, c'était l'année dernière. J'arrive au Canada et je rencontre un mec dans un magasin qui tient une boutique qui vend Picture. Et il me dit, est-ce que c'est vrai que le nom de la marque Picture, ça vient d'une vidéo de snowboard qui s'appelle Picture This? Donc, je lui dis, ouais, bah, clairement, c'est une vidéo qu'on a poncée avec les copains. On l'a regardée en long, en large, en travers. C'était la première vidéo avec des follow cam en travelling sur des rails, et c'était hyper novateur en termes de filming. Et ouais, ça fait partie des vidéos qui ont fondé les racines de notre engagement dans le snowboard. Et finalement, le mot picture, il est venu de cette jaquette qu'on a vue au mur et qu'on a mis dans notre brainstorming en disant bah, le mot picture, c'est hyper fort parce que c'est un mot anglophone, c'est un mot qu'on peut retenir, c'est un mot qui peut définir aussi la dimension créative d'une marque, c'est l'image d'un nouveau monde. Donc on a vachement adhéré au mot et je lui raconte l'histoire et il me dit bah tu sais que c'est moi qui ai réalisé Picture This avec cette caméra. Donc il arrive, il avait la caméra, il avait une copie du DVD qui m'a offerte en me disant bah tu pourras l'encadrer dans le hall et il dit bah c'est un honneur d'être un des protagonistes finalement du nom de votre marque. Et donc c'était une rencontre super sympa. Et ce mec est un client du canton de Québec au Canada. Donc voilà, la petite anecdote plutôt cool et que je garde en tête. Bon, j'espérais que tu nous parles de cette campagne où vous étiez tout nu, mais peut-être une prochaine fois. Alors, celle-là, on l'a censurée parce que c'était une période où Vincent était pas trop à son avantage, donc on n'aime pas trop ramener ça sur le devant de la scène. Mais Et on a pris du fun, hein, et puis ça a fait buzzer, hein. Ça a fait buzzer, on fait 400 000 vues en 2 jours, juste parce qu'on s'est dit que finalement le vêtement le plus éco-responsable, c'était de pas avoir de vêtements, puisque finalement produire, c'est créer de l'empreinte carbone. Donc on s'est dit, bah, faisons une vidéo où on va faire l'apologie du nu. Et c'était très très drôle. On était à Santorin, les gens nous prenaient pour des barjots à poil sur les plages, là.
Bien. Si tu regardes ton parcours depuis la création de Picture, selon toi, quelle a été ta plus grosse erreur et qu'est-ce que tu en retiens? Ma plus grosse erreur, bah, elle est assez récente, hein, c'est sur la structuration de ces 5 dernières années. C'est finalement d'avoir considéré que la structuration, on va dire, de strates dans l'entreprise se fait de la même manière que tu construis le projet depuis la startup. Maintenant, je vais m'expliquer. En gros, quand tu construis le projet, tu fais part à tout le monde de tous tes doutes, de toutes tes certitudes. Tu co-construis le projet avec l'intégralité de l'équipe, que le mec, ce soit le mec du stock, de la compta ou du customer service. Entre guillemets, il y a pas de fonction. Le projet se co-construit, tout le monde donne son avis. Et puis dans la structuration, on a commencé à enfin, on a continué à travailler comme ça, à demander finalement à tout le monde de donner son avis. Et puis, arrivé à un certain moment, dans l'entreprise, il y a des clans qui se créent. Et du coup, bah, à demander ça, tu vas créer des doutes. Donc les gens vont douter de la capacité du projet à réussir, vont douter de toi même. Parce que le fait que tu aies des doutes, finalement, c'est presque pour eux pas rassurant. Parce qu'ils se disent, purée, le boss qui est censé nous guider, il a plein de doutes. En fait, la vie est faite de doutes, elle n'est pas faite que de certitudes, sinon on n'avancerait pas beaucoup. Ou je pense qu'on irait droit au mur assez rapidement. Mais en tout cas, bah, finalement, ça m'a appris à construire des équipes de réflexion qui, elles, derrière, redescendent l'information. Et quand il y a un doute, on le construit dans l'équipe, qui est presque finalement ta mini startup dans une entreprise structurée. Et cette phase, elle est essentielle. Et nous, elle nous a causé beaucoup, beaucoup de tort parce que quasiment pendant 2 ans, on a agi ainsi. On a créé des frustrations également parce que certains, bah, tu vois, ont évolué dans l'entreprise à titre individuel. Et par rapport à tout ce qu'on définissait comme doute et autres, certains ont trouvé nos choix pas légitimes, ont été remis en question. Donc tout ça, ça fait qu'on a appris à retravailler sur des plus petits cercles, à retravailler une redescente de l'information. Donc il y a d'autres formes d'entreprise, hein, parce que le choix qu'on a fait au moment de se structurer, on a créé une entreprise hyper impliquante pour les salariés, mais une entreprise assez traditionnelle, avec une structure pyramidale traditionnelle. Quand d'autres ont choisi l'entreprise libérée, qui est un modèle que je trouve hyper intéressant, mais sur lequel j'arrive pas vraiment à mettre des mots. Donc ça me fait rêver, mais malgré tout, je trouve ça pas rassurant en tant que fondateur et manager. Mais voilà, il y a d'autres modèles qui existent. Peut-être que ce que je dis là, d'autres l'auront pas vécu dans l'entreprise libérée. Mais en tout cas, ça, c'est un enjeu de taille pour toute personne qui arrive à une phase de structuration critique. Ce qui veut dire que votre mode managérial a également évolué avec les années. Comment toi tu l'as vécu? Comment vous managez en fait? Comment vous managiez et comment vous managez aujourd'hui? Alors, je pense pas que notre mode de management a changé. Je pense que par contre, notre langue est moins déliée. C'est-à-dire qu'on en dit moins, on dit les bonnes choses, mais par contre, en termes de management, on a toujours été des gens qui considérions que tout doit être dit, quoi qu'il arrive, quand ça va ou quand ça va pas, et dans les deux sens, hein, c'est hyper important, et qu'on doit être juste, et que nos choix doivent être justifiés par rapport à des arguments clairs, et que c'est pas des choix émotionnels, c'est des choix rationnels. Et à partir du moment où tu agis ainsi, bah, de toute façon, même si le choix est remis en question, tu as le respect du mec d'en face parce que il est argumenté, et même si le choix n'est pas partagé, en tout cas, il y a du sens. Et on a fait du management au sens plus que du management à l'émotion. Et je pense que c'est pour ça que depuis le début, malgré tout, notre manière de manager reste inchangée et plutôt rassurante pour les équipes. C'est juste dans la dimension trop en dire, trop s'ouvrir et trop faire part de ses doutes qui a été quelque chose qu'on a plutôt intériorisé et qu'on a arrêté d'extérioriser. Ouais, super intéressant. Et comment tu fais quand c'est difficile? Qu'est-ce qui te fait tenir? Pourquoi tu fais ça finalement? Mais en fait, il n'y a pas grand-chose que je trouve difficile parce que je Mmh. sais que rien est insurmontable. Donc, quoi qu'il arrive, il y a un problème, il y a une réponse. Il faut juste trouver la bonne réponse ou la réponse adaptée. Et puis à un moment, tu te dis que collectivement, si individuellement tu n'y arrives pas, collectivement, tu arriveras à la trouver la solution. La plus grande difficulté pour moi, elle est dans la condition humaine, dans la réaction des gens par rapport à leur soi intérieur.
Et donc là, il faut travailler sur la racine des problèmes avec les gens, mais nous, on n'est pas des psychologues. Donc à un moment, on est plutôt rationnel. Et puis moi, le premier des trois, je suis peut-être le plus cartésien. Et donc, dans ce sens, des fois, j'ai tendance à en oublier un petit peu le soi intérieur de certaines personnes. Donc je peux paraître assez dur. Mais c'est là où je trouve qu'il y a vraiment des grosses, grosses difficultés parce qu'on n'est pas dans le domaine du rationnel, du un problème, une solution. Là, il y a tout un tas de paramètres à prendre en considération. Et j'ai envie de te dire, les relations interpersonnelles et la création du lien social dans l'entreprise, c'est pour moi la plus grosse difficulté. Il n'y a pas forcément de réponse. C'est un challenge permanent. Il n'y a pas de recette magique. Il y a des choses qui fonctionnent à des moments et puis parfois, voilà, il faut sans arrêt le faire bouger. Et à contrario, qu'est-ce qui te procure le plus de satisfaction, voire un peu des moments vraiment où tu te dis, là, je suis vraiment alignée, quoi. On parle de soi. Je suis vraiment alignée entre ce que je suis, ce que je fais dans ma vie pro. Est-ce que tu as des moments comme ça et que tu peux nous partager? J'ai envie de te dire que mes plus grandes satisfactions, c'est finalement quand le collectif est complètement aligné. Parce que du coup, ça t'amène une certaine quiétude qui se ressent dans ta vie personnelle et dans ta famille, et qui se ressent toi derrière dans ton apaisement. Et ça, c'est moi personnellement, mais ce qui me tend, c'est les tensions humaines. Ce qui fait qu'à partir du moment où il y a des tensions humaines, qu'elles soient liées par une non-adhésion à un projet, qu'elles soient liées par des frustrations individuelles, etc., moi, elles vont m'affecter, elles vont m'empêcher de dormir, elles vont avoir un effet néfaste sur ma famille, je vais être à fleur de peau, m'énerver très rapidement. Et c'est tout un tas d'attitudes que je déteste de moi-même, mais avec lesquelles je dois naviguer. Et donc, du coup, j'ai envie de te dire, à partir du moment où le projet professionnel est serein et que tu as de l'adhésion et que tu n'as pas de frustration et que tout le monde y trouve son compte, finalement, c'est là où j'y trouve ma quiétude. Donc, c'est presque mon challenge du quotidien d'essayer de systématiquement amener les gens dans le projet en permanence, les remotiver dans le projet, et c'est pas les challenger pour le projet, c'est vraiment les motiver à croire au projet. Et c'est à travers ça que moi, j'y trouve une satisfaction énorme. Et derrière, finalement, ça va me libérer l'esprit, donc du temps pour faire plein d'autres choses. Et tu vois, j'adore lire des BD, je suis un gros, gros lecteur de BD. Et ben, on va dire qu'un des baromètres, c'est le temps que je consacre par semaine à lire mes livres. Si j'y consacre que 10 minutes, ça veut dire que j'ai l'esprit vraiment pris. Si j'y consacre 2 heures, ça veut dire que bah, là, je suis détendu. Intéressant, hein. J'imagine que tu as dû lire la dernière BD de Jean Covici. Ouais, je l'ai vu sur la table de chevet de mon père, donc je l'ai pris à Noël et je l'ai lu à Noël, ouais. Mais je suis plutôt dans les BD d'anticipation, dans les BD de polar financier, dans l'heroic fantasy. J'aime bien vraiment m'évader loin. Quand c'est trop terre à terre, j'ai un peu de mal. C'est plutôt de la lecture informative. Donc j'ai trouvé le format de Jean Covici hyper intéressant parce que ça évite de lire des grands paragraphes sans images. Au moins là, il y a des petites images, comme les livres d'enfants. Mais c'est Bel pas outil de vulgarisation en tout cas. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? hum, hum. Bah, j'ai envie de te dire, c'est nos deux associés dormants dans Picture, là, qui sont le papa de Vincent et son associé de toujours, Claude Demota. Depuis le début, leur discours, c'est écoutez ceux qui ont fait, prenez ce qui est bon, analysez-le, mais restez tout le temps à l'écoute, même si vous êtes au top de la vague. Et d'avoir écouté des gens dans notre parcours, comme tu vois, des Rémi Forçant à l'OSV, des Jérôme Elbaz avec qui on a des liens étroits, humains, des Georges Peusset, de Jonathan L. Fletcher, qui ont tous eu un rôle de mentorship à un moment donné dans le parcours de Picture. Bah, c'est des gens qu'on a écoutés, qui nous ont évité de faire plein d'erreurs. Et finalement, être à l'écoute de potentiels mentors et jamais snober personne, ça nous a permis d'avancer beaucoup plus vite, je pense. Et c'est le meilleur conseil qu'on ait reçu. Et pour revenir à l'industrie de l'outdoor qui a beaucoup évolué ces 10 dernières années, quelles sont les évolutions que tu as notées, que tu as vues et qui t'ont le plus marqué?
Pour moi, tu as deux tendances extrêmement fortes. Tu as une grosse tendance de l'outdoor à vouloir aller chercher de l'ultra technique avec des consommateurs ultra performants et la bascule qui a été capable de faire l'ultra technique vers l'urbain, puisque finalement l'urbain, tu vois, au même titre qu'il adore acheter son dernier iPhone ultra techno pour être à la pointe, et ben il va acheter la dernière veste Arc'teryx ultra technique, même s'il en a pas besoin et qu'il va juste monter la colline de Montmartre. Et finalement, ça, c'est une énorme tendance de fond qui a régi les consommations planétaires, hein. Là, on parle de la Chine, du Japon, des US, du Canada, de l'Europe. C'est vraiment général. Et une tendance à vouloir avoir un impact positif sur son environnement, avec certains qui le font avec conviction, d'autres qui le font comme des suiveurs. Et on rentre dans un environnement extrêmement greenwashé, parce que ceux qui le font très bien sont greenwashés aussi par des géants qui le font très mal, mais qui savent très bien communiquer. Et donc, du coup, c'est là où finalement faire un produit éco-conçu, c'est plus vraiment une valeur ajoutée aujourd'hui, ça devient ou ça deviendra peut-être à très court terme un standard du marché. Et derrière, c'est tout ce qui va se passer derrière, qui finalement est la trame de fond de l'engagement sur lequel le consommateur va devoir prêter beaucoup plus d'attention. Mais à date, on est dans un environnement extrêmement confusant dans l'industrie outdoor. Quand tu vas à ISPO, tous les stands sont les stands les plus éco du monde. Quand tu creuses les démarches, il y a à peine 8%, 9% de marques qui ont un engagement réellement fort. Et du coup, c'est là où j'ai envie de te dire, les, l'Union européenne, tu vois, les États type la Californie, New York, qui ont la conviction qu'il faut aller vers un monde plus engagé, plus durable, eux, ils commencent à structurer avec des lois. Il n'y a que comme ça qu'on arrivera vraiment à réguler ce greenwashing. Si on laisse aux marques le plaisir de faire ce qu'ils veulent et de ne pas réguler même les mots qu'on peut utiliser dans nos communications et autres, bah, je pense qu'on va diluer de plus en plus l'information, perdre le consommateur à croire qu'il consomme responsable et qu'il a un vrai impact sur le changement climatique, alors que non. Et, euh, et malgré tout, il faut que le conso garde en tête que s'il veut pas avoir d'impact, il ne faut pas qu'il consomme. Donc ça devrait être le maître mot finalement de toutes les marques. Consommer moins, mieux. Et puis l'objectif, c'est de vendre plus de produits, enfin moins de produits à plus de personnes. Donc tu vends plus de produits pour faire de la croissance, dans une logique où tu veux te développer, mais à un moment, le gâteau, il doit diminuer en volume. Donc, c'est inéluctable que s'il diminue pas en volume, on ira au crash. Selon toi, c'est quoi les premières étapes que l'industrie de l'outdoor collectivement doit franchir pour faire face justement à ces nouveaux enjeux de la RSE à l'avenir? Moi, je pense que malgré tout, l'industrie outdoor est une des plus engagées pour l'environnement, ce qui fait que ça devrait, et ça commence à l'être d'ailleurs, hein, être une des voies les plus écoutées par rapport à la régulation du textile. L'outdoor, c'est même pas 3% du business du textile planétaire. Si on prend, alors la fast fashion, j'ai pas envie de la stigmatiser, mais c'est eux qui produisent le plus, parce que c'est eux qui ont les plus gros, les meilleurs rapports qualité-prix finalement, donc qui génèrent de la volumétrie. Donc si on dit qu'il faut baisser la volumétrie, bah, eux sont les principales touchés par ces choix. Donc l'idée, c'est de dire bah, comment économiquement on peut maintenir des business models viables, parce que ces gens-là font plein d'emplois aussi. Le but, c'est pas de cracher dessus. Et en parallèle, on crée un affichage environnemental bien plus poussé. On met de la taxe aux frontières de manière massive sur de la surproduction. Donc là, on fait partie d'un collectif hein, avec des marques comme Decathlon, comme Patagonia, où on est consulté au niveau européen sur l'affichage environnemental des produits, au même titre que c'est obligatoire dans la nourriture, par rapport à toute la notion d'ingrédients, de valeur calorique, etc. On est en train de mener le même projet pour 2025 au niveau de l'Union européenne pour le textile. Donc il y aura un QR code sur les vêtements, il va falloir avoir un affichage extrêmement clair. Donc à partir de ce moment-là, déjà, il faut qu'on sorte uniquement de la composition du produit elle-même, mais qu'on aille au-delà. Nombre de collections par an, nombre de surplus de consommation produits. Donc voilà, sur la table aujourd'hui, on est sur un brainstorming géant. L'outdoor commence à être consulté, mais je pense qu'on devrait être une voie plus forte encore. Et pour mener ces régulations, parce qu'il n'y a que la régulation qui amènera des solutions. Je veux dire, si on te dit c'est pas bien de rouler vite, faut que tu roules à 80 au lieu de 110, bah, tant qu'on t'a pas mis un PV, tu roules à 110. Hein. Donc là, on est à peu près dans la même configuration et
on a besoin d'une régulation de l'industrie textile. Alors avec Pitcha, vous avez été une des premières entreprises, tu en parlais tout à l'heure, à avoir obtenu la labellisation B Corp. Quel conseil tu pourrais donner à une entreprise qui souhaite s'engager justement dans une vraie démarche RSE, potentiellement après peut-être vers B Corp? Par quoi il commence? Bah déjà, par quoi il a envie de commencer? Parce que finalement, il y a plein de leviers sur lesquels on peut travailler. Tu vois, l'entreprise régénérative, l'entreprise libérée, c'est des formes d'entreprise qui sont des modèles économiques à part entière. Il n'y en a pas un mieux qu'un autre. Donc déjà, premièrement, c'est vers quel modèle d'entreprise le fondateur a envie de s'orienter. Et ça, c'est fondamental parce qu'il n'y a pas de transition sans un fondateur complètement engagé dans la transition. Ensuite, si l'entreprise, là on va partir d'une entreprise qui ne se crée pas, mais une entreprise existante, elle a envie de faire muter son modèle, bah, B Corp, c'est finalement le moyen de définir les 4 piliers du business, voir là où tu peux agir, là où tu as envie d'agir en premier, et ça va te donner des pistes. Et par rapport au nombre de points que B Corp va générer, ça va définir le degré d'importance aussi pour la société et pour l'environnement. Et donc du coup, bah, à toi d'adresser les bons chantiers. Et B Corp, c'est hyper structurant. Donc en fait, engager une certification B Corp pour quelqu'un qui aujourd'hui n'a pas d'engagement dans son entreprise mais veut s'engager, et ben, ça va être le moyen de se dire où est-ce que je peux agir. Premièrement, je pense qu'il va être surpris de l'ampleur du chantier, parce que c'est pas uniquement passer un décoldeur qui fait de l'acier normal à de l'acier recyclé. Ça, c'est une goutte d'eau dans l'océan, mais c'est bien plus global comme problématique. Donc, même pour Picture, hein, qui avions un engagement fort, B Corp a été très structurant pour aller beaucoup plus loin. Et on s'est rendu compte aussi que certaines choses, notamment dans la traçabilité de notre empreinte carbone, eh ben, on a adressé peu les sujets de filature. Donc la société qui va filer ta fibre pour en faire un fil qui derrière va être tissé, bah, la filature, c'est quasiment 30% de l'impact de toute notre production. Donc aujourd'hui, on travaille à la transition énergétique de nos filateurs. On a adressé un énorme chantier sur ce sujet, mais sans B Corp qui nous pousse à faire l'empreinte carbone de la chaîne complète de production du produit, qui nous pousse à mettre en lumière que c'est la filature est un des éléments fondamentaux de notre empreinte, bah, jamais on adresse le sujet. C'est un sujet qui est tellement lointain quand tu regardes un vêtement, le twist du fil, et tu peux même pas imaginer que c'est essentiel, alors que ça l'est. Donc voilà, B Corp, c'est vraiment pour moi il y a peut-être d'autres certifications, hein, mais chez Picture, B Corp, ça a été structurant, c'est hyper carré, hyper complet, c'est global, reconnu de manière internationale, ce qui fait qu'en plus, pour un entrepreneur, c'est hyper important d'avoir des éléments quantifiables et d'avoir une note. Et ben, c'est pas du vent. T'as pas l'impression de brasser du flanc, et du coup, c'est peut-être pas de l'argent, mais c'est un objectif que tu as atteint. Et dans la culture entrepreneuriale, je pense que tous les entrepreneurs ont ce point commun, c'est qu'ils ont besoin d'un objectif, ils ont besoin de target, et dès qu'ils atteignent un objectif, ils ont besoin d'un autre. Et B Corp est vraiment sur cette méthode. Merci beaucoup Julien Durand, cofondateur de Picture Organic Clothing, d'avoir été notre invité aujourd'hui. Voici les 3 points clés qu'il faut retenir de cet épisode. Le premier, c'est que B Corp est un élément fondateur de Picture et que cela a fédéré toutes les équipes autour du projet de l'entreprise. Ça a permis d'élever en interne les standards de l'entreprise. Le deuxième point, c'est que quand on est chef d'entreprise, on a tendance à croire que tout le monde se bat pour sa boîte. Or, il faut accepter que certains salariés s'impliquent peu et qu'ils ne viennent que pour leur besoin d'avoir un salaire. Le troisième point, c'est qu'il faut toujours écouter ceux qui ont fait, et analyser ce qui marche, faire le tri dans les informations, mais surtout, rester toujours à l'écoute. Et enfin, le dernier point, c'est que il n'y a qu'en légiférant sur la communication qu'on évitera le greenwashing. En tout état de cause, la meilleure manière de préserver l'environnement, c'est limiter notre impact en consommant moins, tout simplement. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode d'Outdoor Minds. Si vous êtes arrivés au bout, c'est sûrement qu'il vous a plu. Nous vous invitons à le partager autour de vous et à nous soutenir en mettant une note de 5 étoiles avec un commentaire sympa. Cela nous aidera beaucoup à faire connaître cette balado-diffusion et à mettre en lumière tous ces leaders qui le méritent.
Vous voulez découvrir de nouveaux leaders dans le tourisme et les sports outdoor ? Alors nous vous invitons à nous retrouver dimanche prochain avec un invité prestigieux. À très vite pour un nouvel épisode d'Outdoor Minds.